Donc je m'appelle Monsieur Garaudot, Yves, et je ne suis pas originaire de la région, je suis presque un hors-saint, je suis né en Alsace. Et c'est la volonté de travailler dans une région d'élevage qui nous a fait venir par là, d'autant que nos parents habitaient dans la région parisienne. Voilà. Donc, en fait, je suis à la retraite depuis quelques années et je suis arrivé dans l'Eure en 1980. À Bourrachard. À Bourrachard. Je suis sorti de l'école vétérinaire de Lyon en 1975 et après service militaire plus des stages dans différentes autres clientèles, en particulier dans le centre de la France pour apprendre l'obstétrique, c'est-à-dire les clientèles où il y a beaucoup de vélage de vaches blanches, etc. Et donc qui justifiait souvent des césariennes, donc c'est pour être plus à l'aise parce que l'obstétrique reste quelque chose d'angoissant malgré tout, puisque c'est toujours des cas, j'allais presque dire uniques. Voilà. Donc arrivé en 1980, j'ai tout de suite travaillé en association avec des bonheurs divers, on va dire, mais voilà. Et j'ai terminé en libéral en 2010. Et comme chez les vétérinaires libéraux, la retraite jusqu'à présent était pas avant 65 ans, j'ai travaillé 5 ans après au GTS, Groupement de Défense Sanitaire, qui est donc une association d'éleveurs qui, on pourrait dire presque, est un petit peu entre l'État et l'éleveur, mais surtout au service de l'éleveur pour essayer de voir venir les nouvelles maladies, comment établir des plans, des systèmes pour éviter d'être embêté dans tel et tel cas, etc. De maladies, bien sûr. Voilà. J'ai fait ma préparation dans un lycée à Saint-Maur-des-Fossés, dans la banlieue parisienne. Et puis, je suis arrivé à l'école de Lyon. Voilà. Alors, les études durent 4 ans. Et après, à l'époque en tout cas, on pouvait aller travailler chez un vétérinaire sans avoir forcément passé une thèse. Alors on pouvait travailler comme salarié chez un vétérinaire sans avoir passé de thèse, ou si on voulait s'installer, il fallait faire une thèse, mais on n'avait pas trop de limites dans le temps. C'était sur la sélection ovine, parce que j'étais à ce moment-là dans le Berry, à côté d'un centre de sélection, et c'était en médecine. Du coup, quand on passe la thèse, quand on soutient sa thèse, c'est devant la faculté de médecine. C'est la médecine humaine, hein, si on veut. Voilà. Alors, on a toujours travaillé presque toujours travaillé à 3. Donc en fait, il y a le problème, à l'époque en tout cas, il y a le problème de ce qui se passe dans la journée et le problème de ce qui se passe la nuit. Et ces petites bêtes ont la mauvaise habitude de véler la nuit, de faire des bêtises la nuit, etc. Donc voilà. Donc si vous voulez, la difficulté, et ça explique en partie le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de vétérinaires qui veuillent bien faire de la rurale, c'est qu'en fait, il y a presque toujours obligation d'avoir un système de garde. Et c'était obligatoire sur le plan ordinal. Vous savez que les vétérinaires sont soumis, comme les médecins, à un ordre qui vérifie s'ils font correctement leur travail. Vous pouvez vous plaindre auprès de l'ordre si vous trouvez que c'est pas comme vous souhaitiez. Vous pouvez vous plaindre auprès de l'ordre parce que votre confrère n'est pas du tout correct, avec plus ou moins de bonheur pour le résultat. Et puis, voilà, c'est la même chose que chez les médecins. Et à l'époque, je ne pouvais pas refuser de faire une visite, quelle que soit l'heure et quelles que soient les conditions. Il pouvait neiger, du verglas, tout ce que vous voulez. Ça n'était pas une excuse. Si l'animal mourait et si l'éleveur était désagréable ou pénible, vous aviez toutes les chances d'avoir un problème avec l'ordre. Bon, donc, nécessité d'avoir, si possible, un roulement, sinon vous êtes tout le temps à la tâche. Et comme à l'époque, au départ, on n'avait pas les commodités actuelles en téléphonie, au départ, nous avions... Alors, je vais forcément aller par petits segments ou sections. Comment nous joindre ?
comment nous joindre quand on était en voiture, etc. Donc il y avait plusieurs, au départ il n'y avait pas 36 solutions, on avait un émetteur sur le cabinet, et il fallait que quelqu'un s'occupe de cet émetteur. Bon, si c'était dans la journée, c'était les secrétaires, si c'était la nuit, c'était en fait la femme qui était obligée d'aller au cabinet pour utiliser l'émetteur, pour dire « Tiens Yves, tu vas être content, il y a un deuxième vélage à l'autre bout de la clientèle. » Bon, voilà. Après, dans l'évolution, on avait donc du coup des radiotéléphones, ça s'appelait comme ça, dans la voiture, avec des grandes antennes, ça faisait très cow-boy, mais c'était juste, ça faisait rire les autres, mais pas nous spécialement. Après, il y a eu le début de la téléphonie portable. Alors là, c'était assez épique parce que les téléphones portables, ils étaient hauts comme ça, plats. Donc quand vous arriviez dans une étable, que vous posiez votre téléphone, il y a toutes les chances pour que ça se n'aille pas trop bien. Et en plus, il y avait des trous dans les émissions. Donc en fait, on savait que quand on venait de passer à Illeville-sur-Montfort, si vous connaissez Illeville-sur-Montfort, il fallait immédiatement appeler ou faire en sorte de savoir si on nous avait appelé là, parce que c'était un trou, voilà. Puis après sont arrivés les téléphones portables, et là c'était évidemment beaucoup plus commode. Donc la nuit s'est passée le mieux possible, ou pas, et puis si vous n'êtes pas de repos, eh ben, vous allez bosser le matin avec des horaires d'arrivée, etc. Donc la matinée arrive, si on a bien dormi, ça va, si on a mal dormi, ça va quand même. On passe au bureau et la secrétaire ou la personne qui a pris les appels remplit des fiches, en tout cas un cahier dans lequel elle met monsieur un tel, une vache qui a mal aux pieds, et en fonction de la proximité, on organise une tournée, on s'organise une tournée. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, on nous appelle si on a une course, ça s'appelle des courses, une course à côté de l'endroit où on est, voilà. Donc, ça n'est jamais organisable comme dans une vie classique. Après, en général, il y avait une consultation petits animaux, là, changement de braquet, on va dire, et puis après, encore des visites à faire pour s'il y en avait encore, voilà. Tout ça ponctué quand même, et c'est une des difficultés du métier, des urgences, parce qu'il y a des vraies urgences. Alors, il y en a qui n'en sont pas. Celles qui n'en sont pas, c'est la personne qui... un éleveur laitier qui vient de faire sa traite, il a fait ça à 7 heures du soir, il a tout de suite vu que la 2004, puisque maintenant c'est des numéros, était malade, mais il va quand même attendre la fin de la traite, le nettoyage de la salle de traite pour appeler le vétérinaire à 8h30. Là, c'est un peu difficile. Bon, d'autant plus que, alors ça n'engage que moi, mais comment vous dire, on n'avait pas l'habitude de massacrer le client parce qu'il appelait en dehors des heures. Bon. Chacun fait ce qu'il veut, c'était pas, en tout cas à l'époque, c'était pas du tout la politique du cabinet. Bon, si une vache vèle à minuit, on va pas sanctionner l'éleveur, c'est pas de sa faute. Bon, si par contre ça fait 2 jours qu'elle pousse et qu'elle n'arrive pas à véler, là c'est un peu différent. Mais il y avait, pour moi en tout cas, là peut-être que ça n'engage que moi, mais un de mes associés aussi, je pense, on avait la même mentalité. Le but n'était pas de faire de l'argent à tout prix, c'était d'équilibrer les choses. Bon, celui qui manifestement se fichait de nous, il fallait quand même intervenir, quoi. Bon. Voilà, donc l'après-midi est fini, et si on n'est pas de garde, alors c'est le nirvana, on rentre chez soi et on est tranquille. Si on est de garde, on rentre chez soi en appréhendant le coup de fil. Alors le coup de fil de celui qui vient de finir sa traite à 8h30, donc là il faut repartir, etc., ou bien le coup de fil de l'urgence qui fait qu'on sort. Voilà, ça c'est la journée un peu classique. Et puis après, il y a les week-ends. Avec nous, on pouvait toujours appeler notre cabinet. Ou alors, si on ne pouvait pas pour une raison X, il fallait proposer à la personne qui appelait une possibilité de soin. C'est-à-dire, du coup, on pouvait faire un système de garde en disant, même un répondeur en disant, nous ne sommes pas de garde, mais vous pouvez appeler tel cabinet. Par contre, si vous ne répondiez pas, et si c'était pas une cause où vous pouviez prouver que la machine marchait pas, parce que ça pouvait quand même arriver, vous étiez justiciable d'un problème, et d'un gros problème si le gars était teigneux. Parce que, pas oublier non plus que, bon, là, il y a l'affectif qui est peut-être pire encore que le moyen de gagner sa vie, quoi. Mais enfin, quand il s'agit d'une vache ou quoi, c'est quand même pas c'est important, quoi. Si c'est une excellente vache, c'est une grosse perte si, à cause d'une négligence, l'animal est mort, quoi.
Voilà. Alors le rayon d'action, il était assez grand, assez étendu. Je pense qu'on peut dire à peu près entre 35 km d'un côté et 35 km de l'autre, surtout au-dessus d'une ligne entre, par exemple, Pont-Audemer et, qu'est-ce que je vais dire, Saint-Ouen-Touberville, quelque chose comme ça, plutôt au-dessus, parce qu'il y avait un cabinet très actif à Bourtrould, et puis, bon, il y avait un cabinet à Routot, mais le veto était un petit peu âgé, et donc on a d'ailleurs repris sa clientèle quand il s'est arrêté. Et puis il y avait peu de vétérinaires à Pont-Audemer, alors que maintenant il y en a pas mal, et des biens d'ailleurs, donc voilà. Donc 30 km, ça fait déjà une distance, mais quand vous avez 2 urgences à peu près en même temps, alors on avait un système de demi-garde, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui est de garde, il prend la visite, et si jamais il y a une autre visite urgente qui tombe, il peut déclencher le 2e vétérinaire. Bon, ça s'est quand même fait très peu, parce que c'était quand même difficile d'appeler le confrère en disant « écoute, je peux pas y arriver », etc. Donc, dans ce cas-là, si c'est pas vraiment une urgence, eh bien, on finit sa première visite et puis on fait l'autre. Voilà. Ça n'est pas arrivé souvent. Moi, le pire qui me soit arrivé, c'est un moment où il y avait une tempête de neige et j'ai eu 2 appels. Un petit peu moins urgent que l'autre, donc j'ai pu me débrouiller, mais je me suis tapé 60 km avec des flocons. Chez le 2e éleveur, j'ai dit « laissez-moi 1 minute parce que je vois absolument plus rien ». Bon, il m'a laissé 1 minute. Voilà. Après, j'ai oublié quelque chose, c'est que comme on avait des véhicules avec tout le matériel dedans, il fallait aussi vérifier qu'on avait tout ce qu'il fallait, etc. Éventuellement prendre des médicaments particuliers parce que Monsieur Dupont avait demandé qu'on lui dépose ci, dépose ça. Voilà. Et puis ça, c'est l'aspect, je vais dire, professionnel vétérinaire. Et puis après, il y a tout l'aspect, je vais dire, organisation, comptabilité, etc. Donc les documents à remplir, bon, les factures à rédiger, et puis se tenir au courant aussi de ce qui se passe. Donc c'était, je me rends compte après, surtout après avoir fait un passage en salarié où j'avais quand même du travail, mais pas du tout de la même façon, c'est une période assez compliquée. Mais d'abord, on savait que c'était comme ça, donc c'était pas une surprise, et puis c'était quand même passionnant, parce que quand dans la même journée, vous arrivez à soigner un cheval, une vache, une chèvre, bon, les cochons, non, j'aime pas trop les cochons, mais enfin, c'est varié, quoi. Et puis, il y a l'aspect humain aussi, parce que le cheval, ça peut aller jusqu'à l'allée des châteaux à Bourrachard ou à Caumont, si vous connaissez, donc des gens un peu, voilà. Et puis, au Marais Vernier, vous pouvez aller, ça m'est arrivé une fois d'être appelé exactement à minuit, la nuit de Noël, pour une vache qui avait une mamite. Une mamite, normalement, c'est pas très urgent. J'étais pas très content parce que Bourrachard, le Marais Vernier, c'est pas la porte à côté. Et quand je suis arrivé, je connaissais le gars, c'était un bon gars. Il y avait rien qui montrait qu'il fêtait Noël. Donc pour lui, c'était normal de m'appeler là. Donc je l'ai même pas dit. Je lui ai rien dit parce que je me suis dit bon ben voilà, j'ai pas de remontrance à faire. Alors bon, la bonne forme physique, oui. Et puis je pense qu'en tout cas à l'époque, il fallait aussi un bon relationnel parce que c'est quand vous arrivez jeune vétérinaire, je pense pas que ce soit propre à la Normandie, donc ne vous dressez pas, parce que comme j'ai travaillé ailleurs, j'ai bien vu comment c'était ailleurs aussi. Mais quand, au départ, quand je suis arrivé, j'entendais bien de temps en temps, au téléphone ou comme ça, bon, vous envoyez pas le commis, hein. C'est agréable, hein. Bon, vous envoyez pas le commis, ou bien... Mais en général, bon, l'accueil était pas désagréable. La difficulté, et c'est normal, mais ça je ne l'avais pas imaginé, c'est qu'en fait on avait affaire à des familles. Donc en fait, quand il se passait quelque chose dans une ferme de la dame qui était la sœur de la femme du mari là et de l'un, si jamais il se passait un truc, vous en aviez pour un moment à réparer les inconvénients. Alors donc, en tout cas à l'époque, je pense que ça existe encore, mais peut-être pas complètement sous la même forme, en tout cas pas pour les mêmes maladies, parce que ça a un peu évolué, mais on était agent de l'État pour les prophylaxies d'État. Donc des prophylaxies obligatoires dans un élevage. Vous aviez des vaches, vous étiez obligé de faire, tout au début, c'était la vaccination contre la fièvre afteuse,
le diagnostic de la tuberculose par le système du test, pas du soin, mais du test pour voir si l'animal était tuberculé ou pas, et puis aussi voir si les animaux étaient identifiés correctement, puisque tous les animaux, les bovins en tout cas, ont tous des boucles aux oreilles, et ça, jusqu'à présent, il faut quand même de temps en temps faire cocorico, notre système d'identification était très bon. Bon, après, l'aspect numérique venant, il a été question de supprimer tout ce qui était matériel, donc je ne sais pas ce qui se passe maintenant, sachant que les boucles évitaient quand même pas mal de fraude. Voilà, on peut dire ça comme ça, de fraude. L'animal avait un numéro, et puis s'il n'avait plus de numéro, on cherchait pourquoi, etc. Et à la limite, c'est devenu assez méchant, puisque si on ne trouvait aucun numéro, l'animal était abattu. Bon, c'est un peu dur, mais pas abattu comme ça, mais il était obligé d'être supprimé, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut un suivi au niveau médicament, pour savoir si l'animal a été médicalisé, si on veut savoir à qui il appartient, il faut bien qu'il ait une boucle, donc une fois qu'il a sa boucle, tout va bien. Alors, au départ, c'était des boucles, vous n'en avez pas là, mais c'est des boucles métalliques, donc c'était une pince, on en mettait à une oreille, je crois seulement, après on en a mis aux deux, et maintenant c'est des boucles en plastique, assez grandes, donc l'animal n'a pas l'air très malin, mais tant pis, et on voit bien les boucles de loin, sur lequel est le numéro propre à l'animal, le numéro du département, et le numéro du cheptel auquel il appartient. Donc évidemment, il faut que ce soit assez grand. Mais du coup, de loin, on peut trouver, quoi. Alors, comment se fait une prophylaxie d'hiver? C'est ça. Donc, l'éleveur est prévenu. Au départ, on pouvait faire des tournées parce qu'on allait dans un village. On disait, par exemple, pendant 2 jours, on va aller à Illeville-sur-Montfort. Donc, on prévenait les éleveurs d'Illeville-sur-Montfort et on disait, on sera là vers telle heure en fonction du nombre de bovins qu'on avait. Et puis, on savait à peu près comment ça allait se passer dans la ferme. Parce que dans la ferme, il fallait que les animaux soient contenus. Et pour contenir un troupeau, pour faire des soins autour du troupeau, il n'y a pas 36 solutions, il faut des systèmes de couloirs. Donc vous en avez sûrement vu dans les fermes, un système de couloirs, et donc l'éleveur s'arrange pour faire venir par l'eau en général les bovins qui s'engagent dans un couloir. Ils sont coincés à l'avant, coincés à l'arrière, donc on les tasse un petit peu, donc ils bougent moins. Et le vétérinaire, là, a besoin d'être en forme physiquement parce qu'il est en général à moitié au-dessus du couloir et il fait ses soins comme ça. Là, donc les soins sont faits, on remplit les documents, pas forcément tout de suite, mais on a enregistré tous les numéros. Si on a fait des prises de sang, on a identifié tous les tubes de prise de sang et puis on repart. Voilà. Ça, c'est pour la prophylaxie d'hiver. Ça, c'est la période d'hiver. Et puis après, au printemps, hiver-printemps, c'est souvent la période des vélages quand on est en vache allaitantes, donc les vaches qu'on élève pour produire de la viande. Et puis en élevage laitier, par contre, c'est réparti un petit peu, puisqu'en fait, vous savez que pour que la vache ait du lait, il faut qu'elle ait un veau. Et donc on s'arrange pour qu'elles en aient dans le troupeau, qu'il y en ait un certain nombre qui est successivement des vélages pour avoir successivement à peu près le même volume de lait. Voilà. Donc là, dans les activités principales, vous avez tout ce qui touche l'obstétrique, donc des cas où, on en a parlé tout à l'heure, l'utérus a tourné à l'intérieur de la vache, donc le veau ne peut pas sortir, il faut remettre l'utérus dans le bon sens, où le veau est trop gros, ou bien le veau a une patte pliée et du coup ça s'engage pas. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qu'on va pas développer là. Simplement, moi, pratiquement dès le début, je pouvais faire des césariennes pour me sortir de situations compliquées, parce que justement, j'avais travaillé dans le centre où on n'hésitait pas, parce que c'était vraiment la seule façon de sauver les veaux et la mère. Parce que si vous forcez le vélage, c'est-à-dire il y a des systèmes de palans, donc c'est des choses qui permettent de tirer. Si vous forcez, la vache c'est un être vivant et donc vous pouvez faire beaucoup de dégâts, soit la mort de l'animal, soit éventuellement la paralysie de l'animal, puisque il y a des nerfs qui sont sur le plancher du bassin et si vous les abîmez, la vache ne se relève pas. Voilà. Donc la césarienne, c'est une opération. C'est une opération qui se fait sur place, donc les conditions, on essaye qu'elles soient optimales sur le plan microbien,
Bon, il faut dire qu'en général, en prenant un certain nombre de précautions, on a peu de complications. Et là, ça dépend beaucoup de l'éleveur et de le local qui nous propose pour faire les césariennes. Parce que vous avez des éleveurs chez qui il y a des systèmes qui font qu'à la limite, la vache est dans un système de cage qui fait que vous ne risquez pas de coups de pied. Et puis d'autres où il n'y a aucun système, donc il faut à la fois éviter les coups de pied, éviter ci, éviter ça. Parce qu'on a, en césarienne, on a plusieurs possibilités. Soit l'animal est couché, et dans ce cas-là, on l'attache, soit il est debout. Et donc, quand il est debout, c'est assez spectaculaire, parce qu'il y a un moment donné où la tête du veau sort, et la vache est debout, et éventuellement, elle mange un peu au râtelier. Et quand il fait froid, il y a un souffle qui sort, parce que le veau respire. Donc voilà. Bon, après, il y a des cas particuliers où la vache se détache et alors on est obligé de suivre en faisant... Enfin bref, ça c'est toutes les petites histoires, mais ça sauve la vache et la plupart du temps, ça sauve le veau aussi. Voilà. C'est vrai que même à l'intérieur de la clientèle dans laquelle je travaillais, c'est assez contrasté en fonction de l'endroit où on se trouve. Après, quand j'ai travaillé au GDS, c'était au niveau de l'Eure et même un petit peu de la Seine-Maritime avec un autre vétérinaire. Et c'est vrai que là, on voit encore plus des différences. Mais chez nous, le plateau, c'est en fait surtout les éleveurs laitiers et les éleveurs de vaches allaitantes. C'est ça qui marque le plus la différence finalement. Parce que c'est en général adapté à la zone, hein. Quand vous allez par exemple à La Haye-Aubrey, vous connaissez La Haye-Aubrey, en lisière de la forêt de Bretonne, vous avez des zones qui sont assez escarpées, donc là c'est bien d'avoir plutôt des allaitantes, parce que vous n'avez pas besoin de les rentrer matin et soir pour la traite. Après, il y a des contrastes. Si vous alliez au début, en tout cas au Marais Vernier, j'avais quand même je vais dire des fermières qui étaient dehors, et qui traillaient leurs vaches dans le pré avec un broc et 2-3 vaches comme ça et ils traillaient à la main. Il y avait aussi le système aussi au Marais Vernier et dans ce coin-là avec des salles de traite mobiles. Donc les éleveurs amenaient avec un tracteur, ils amenaient la salle de traite dehors pendant la période d'été et puis la rentraient l'hiver pour traire dans l'étable si on veut, hein. Voilà. Et puis après, dans les systèmes de logement des vaches, les vaches, au départ, il y avait surtout des vaches attachées en étable, avec leur place dans une étable bien calfeutrée et tout. Puis on s'est aperçu que finalement, d'abord c'était plus facile de construire des stabulations avec pas mal d'ouvertures, d'autant que finalement le ruminant est vraiment fait pour vivre au grand air et pas dans une atmosphère confinée. Il a des poumons qui supportent moins bien Mais le vétérinaire n'est pas toujours fait pour vivre au grand air. Et quand il fait très froid l'hiver, avec les bras nus pour faire les césariennes, c'est un peu spécial. Bon, voilà. Donc il y avait les étables en petite étable, en étable un peu plus grande. Après, il y a eu pas mal de stabulations qui se sont développées avec tous les systèmes de contention dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple les cornadis qui permettent de gérer carrément le troupeau. Parce que si vous mettez la nourriture, toutes les vaches vont s'enfiler dans le cornadi et si vous voulez nettoyer la stabulation, quand elles sont attachées au cornadi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Et puis, alors dans les stabulations, il y a des systèmes où vous isolez la vache qui est prête à véler, donc c'est des box de vélage, ça c'est très commode. Sinon, la vache, elle vèle là où elle est, dans l'étable. Et alors, concernant... par exemple, j'avais une exploitation qui était au-dessus de la Chelle, à l'entrée de Quevilly ou Petit... Oui, c'est ça, Couronne, à l'entrée de Couronne. Donc, si vous allez la même journée, je vais vous parler de contraste, la même journée, vous allez chez la fermière du Marais Vernier, et puis le soir, vous allez au-dessus des torchères de la Chelle, parce qu'il y avait l'exploitation là, c'est intéressant. Au niveau des relations entre les gens, parce que c'est ce qui fait aussi la qualité du contact, quand il y a certains villages où vous avez des gens qui sont, je parle au présent parce que ils sont peut-être plus là, mais en tout cas, voilà, ils sont très gentils, très serviables. Donc, par exemple, vous avez un gars qui vient toujours aider quand son voisin a un village, etc.
Et ça, je l'ai vraiment connu, alors que maintenant, j'ai connu aussi même des moments où je me retrouvais seul avec l'éleveur. Alors, il y a quelque chose que je vous ai pas raconté, c'est le renversement de matrice. C'est-à-dire qu'au moment où la vache vèle, elle pousse pas mal, et il y aura le délive qui est la poche du veau qui doit sortir, elle a des poussées importantes, et si elle a des tissus qui sont trop relâchés, puisqu'en fait l'accouchement c'est aussi grâce au relâchement de tissus, l'utérus se retourne. Donc il faut le remettre à l'endroit. Et ça, pour ça, il faut quand même du monde. Il faut du monde pour poser sur une planche, etc. Et quand le gars, vous lui dites, bah, vous avez un voisin, ah non, je m'entends pas avec mon voisin, bon, il n'y a pas de voisin, et vous dites, mais alors on va faire comment? Ah ben vous avez qu'à vous débrouiller. Ça, c'est le pire. Il y en a pas beaucoup, il y en a, mais il y en a peu. Voilà. Et puis l'autre truc, c'est le gars qui vient gentiment et qui est encourageant. Après, vous avez le gars qui dit systématiquement, ça va pas marcher. Je l'ai eu aussi. Pas loin d'ici d'ailleurs. Alors principalement en vaches laitières à des Normandes, après assez rapidement des Holstein, et puis un peu les deux, et puis en race allaitante, surtout des Charolaises, et oui, surtout des Charolaises. Après il y a les blondes d'Aquitaine, mais et puis les Salers par exemple que vous connaissez, c'est celles qui ont des grandes carnes et une robe magnifique brun foncé. Elles vèlent toutes seules, donc parce qu'il y a des races qui vèlent beaucoup plus facilement que d'autres, surtout si vous faites pas des mélanges. Parce qu'en fait, pourquoi quand vous avez des excès de volume chez le veau, c'est parce que l'éleveur veut un gros veau. Donc il va quand même faire attention à la vache et à la semence, puisque maintenant il y a pratiquement plus de taureaux, à la semence, mais le veau, s'il est trop gros, il est trop gros. Bon, et ça n'a pu se développer que grâce aux césariennes. Et l'exemple plus net, c'est le blanc-bleu belge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est des vaches qui sont vraiment toutes rondes. C'est d'ailleurs des monstres quelque part, parce qu'elles sont hypertrophies musculaires. Elles ont des fesses énormes, enfin elles sont toutes rondes, mais elles vèlent pas du tout. Elles n'arrivent pas à véler. Donc c'est pratiquement toujours une césarienne, quoi. Et une césarienne compliquée, parce que quand vous avez une paroi musculaire épaisse comme ça, bon, enfin bref. Alors les plus courantes chez la vache laitière, c'est la mamite, donc c'est l'infection mammaire, pour deux raisons. D'abord parce que quand on a une mamite, on a beaucoup moins de lait, et puis d'autre part, si on donne le lait au laitier, quand on est éleveur laitier, on ne vous prend pas votre lait si le lait vient d'une vache infectée. Et ça, c'est très surveillé, contrairement à des fois on entend des trucs qui sont faux, enfin, en tout cas le plus souvent. C'est très surveillé, donc si on a un système au niveau de la qualité du lait, en fonction, quand vous avez une infection, on va pas rentrer plus dans le détail que ça, vous avez des cellules dans le lait. Bon, des cellules, alors c'est pas des gros machins, c'est des choses qu'on voit au microscope. Et donc, on fait des tests, d'ailleurs très souvent, et si jamais il y a des cellules, on ne met pas le lait, et du coup, il n'y a pas de problème. Donc, la mamite, après, il y a les coups de froid. Alors les coups de froid, c'est dans les lots, souvent les lots de jeunes bovins, parce que là, il y a des virus. Et là, je vais surtout pas ouvrir la porte des virus humains, parce que sinon, ça va chauffer. Mais il y a des virus, et comme on est dans des lots, ça peut prendre des tournures extrêmement graves. Je vais quand même parler des coronavirus, parce que vous avez entendu parler des coronavirus. Et donc, en vétérinaire, on les craint, les coronavirus. Entre autres, parce que les vaccins marchent très mal. Donc, je vous fais pas de dessin. Quand on veut me faire admettre qu'on va gérer le problème des coronavirus avec un vaccin nouveau, pratiquement pas testé, je tique. Voilà, je ferme la parenthèse. Par contre, on a quand même un certain nombre de moyens, y compris antibiotiques, de soigner les animaux. Non, mais c'est vrai. Donc après, tout ce qui est respiratoire, par exemple, ça se traite principalement au niveau du bâtiment, c'est-à-dire des systèmes d'aération. Vous voyez que sur les stabulations, maintenant les toitures de stabulation, vous avez des parties qui ressemblent à des cheminées. Ce sont effectivement des cheminées, et il n'y a pas de chapeau, parce qu'il faut vraiment des... Donc ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Tout l'environnement de l'animal pour essayer d'éviter au maximum les problèmes. Ça, c'est respiratoire. Après, en digestif, il y a un certain nombre de pathologies, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui, par exemple, peuvent s'attraper avec les mares. Donc là, vous, qui êtes très
à cheval sur les mares, vous avez bien raison, mais n'empêche que sur le plan prophylaxie des maladies des bovins, ça peut poser un problème. Parce qu'il y a pas mal d'animaux qui attaquent le tube digestif et qui passent par les mares, puisqu'il y a une phase aquatique, quoi, si on veut. Ça aussi, ça se gère, parce qu'on n'est pas obligé de supprimer les mares. On peut empêcher un peu l'accès et donner de l'eau propre dans un autre endroit, sans supprimer la mare. Voilà. Alors après, les vaches, elles marchent sur des pieds, et elles ont une caractéristique, c'est qu'elles ont en tout cas 2 doigts visibles avec un interstice entre. Donc il y a toute la pathologie du pied. Le caillou qui reste coincé, quelque chose qui a percé, parce que la sole est pas très très dure, hein. La paroi du sabot est dure, mais si vous tâtez en dessous, c'est pas très dur. Donc vous pouvez avoir des corps étrangers, des clous, des choses comme ça qui rentrent dedans. Donc ça fait partie pas mal de notre travail. Et puis les pieds qui sont tailler les pieds pour que les aplombs soient normaux, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est locomoteur, on va dire, alors digestif, respiratoire, et puis après les troubles de l'alimentation, des vaches qui mangent pas, ou des vaches qui mangent pas correctement, ou tout ça, ça fait partie de notre boulot. Et puis il y a tout l'aspect reproduction aussi, avec la détection des chaleurs. Donc ça, maintenant vous voyez qu'il y a des vaches qui ont des choses qui pendent là, c'est pas naturel, elles naissent pas avec. C'est un système d'enregistrement d'un certain nombre de de facteurs, quoi. Et on sait que si on est dans tel intervalle pour telle chose, eh ben ça veut dire que la vache elle fait ça, etc. C'est assez commode. Et ça explique le fait que l'éleveur moderne, il est très souvent derrière son ordinateur. Donc ça a beaucoup changé, quoi. Et ça n'a pas changé la qualité de l'éleveur. C'est-à-dire qu'un bon éleveur, vous lui mettez un ordinateur ou pas d'ordinateur, il voit que la vache est malade. Des fois, moi j'en avais, je les connaissais, il me disait « celle-là, elle a quelque chose ». Ben des fois, c'était drôlement dur, parce que j'avais beau chercher dans tous les sens, et le lendemain, si j'avais rien trouvé, il me disait « bon, ben vous savez, elle avait ça, hein. » Bon, voilà. Mais sinon, et puis vous avez aussi le gars qui, de toute façon, ne voit jamais rien. C'est-à-dire que la vache, elle peut être pantelante devant lui, elle voit pas. Après, au niveau état général, on va dire, il y a tout ce qui tourne autour du vélage, puisqu'en fait, vous savez qu'il y a des éclampsies chez la femme, problème de calcium, avec des troubles importants, voire très graves, et c'est la même chose chez la vache. Ça s'appelle les fièvres de lait. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc la vache vèle, où elle a du mal parce que du coup tout est un peu ralenti et elle peut plus se lever. Donc on appelle le vétérinaire et on lui fait des intraveineuses avec des produits, s'ils sont bien adaptés, la vache se lève et tout le monde dit « Oh, vous êtes extraordinaire !» Ça n'arrive pas souvent qu'on nous dise qu'on est extraordinaire. Voilà. Et puis ça explique aussi que si la vache vèle dans un coin et que l'éleveur ne surveille pas son troupeau, eh ben elle meurt, c'est clair. Après, la reproduction, après donc la détection des chaleurs pour savoir à quel moment il faut inséminer l'animal pour qu'il soit avec les problèmes de recoupe, c'est-à-dire que les inséminations, même si elles sont faites au bon moment, la vache ne prend pas, c'est les termes, et donc il faut surveiller ça, voir pourquoi ça ne marche pas, parce que si on n'arrive pas à lui faire faire un veau, elle a plus de lait, c'est clair. C'est les conditions qui sont extraordinaires, c'est peut-être pas l'acte par lui-même, c'est la condition qui est extraordinaire. Par exemple, la césarienne, c'est une grosse vache blanche, on est dans un milieu moyennement propre, mais enfin ça on s'arrange. Pourquoi on fait les césariennes debout? D'abord parce que les organes sont en place. Quand la vache est couchée, tout ça c'est hyper comprimé, hein. Puis quand il faut sortir le veau, c'est compliqué, alors que là c'est plus simple. Bon, la vache est et puis elle est mal attachée. Donc on commence son boulot et au bout de je sais pas moi, une fois qu'elle a la paroi ouverte, parce qu'on va quand même dans l'abdomen, hein, j'imagine que c'est pas à peine que je vous explique que on va chercher l'utérus, donc on fait tout pour y arriver. Et puis la vache se libère. Donc on se met devant on a un tablier, hein, tout ça c'est propre, c'est pas stérile mais c'est propre. On se met devant et on dit à l'éleveur, bon, faudrait peut-être l'attacher normalement. Puis l'éleveur, qui est un peu énervant, parce que c'est sa caractéristique, dit « je sais bien ». Bon, il attache sa vache, et on recommence tout, on a tout repoussé, tout est en place, et la vache se détache une seconde fois. Alors on dit à l'éleveur « je vous préviens,
si elle se détache encore une fois, je vous laisse comme ça, vous vous débrouillez. Là, il l'a attaché correctement. J'ai pu finir mon boulot. Et puis après, bon, j'ai eu aussi, mais ça c'est pas un cas très particulier. Ici, ils n'étaient pas très habitués. Ça c'est quand même le roumois un peu. Pas très habitués aux césariennes, donc ils avaient plutôt l'habitude qu'on fasse des vélages, y compris en forçant un peu sur le palan, puisque c'est le terme de ce qui permet de tirer. Et donc, j'ai eu au moins, enfin plusieurs fois en tout cas, des gens qui m'ont dit « Ah, vous voulez faire une césarienne ?» Ben ça, c'est parce que vous savez pas faire les vélages. C'est agréable, hein. Jusqu'à présent, en tout cas, il y a des éleveurs qui présentent leurs animaux. Ce sont des animaux de boucherie en principe, hein, donc c'est des animaux qui sont pas loin d'être abattus. Ils ont des, disons, des qualifications. Et donc là, le vétérinaire, j'ai amené le papier, mais c'est pas peut-être pas la peine de le sortir. J'avais une convention avec la direction des services vétérinaires pour aller vérifier tout l'aspect sanitaire des animaux, à savoir s'ils ont bien leur bague, leur carte d'identité, on va dire, si elles répondent aux normes sanitaires actuelles, et puis si elles n'ont pas de choses particulières. Vous avez une pathologie qui s'appelle le varon, enfin des animaux c'est une larve d'une mouche, et c'est le varon, et cette larve fait des petits abcès sous la peau. Et normalement, un animal ne peut pas aller dans un lieu où il y a d'autres animaux qui ne sont pas de son troupeau, avec des lésions de ce style. Donc, par exemple, si vous voulez, ça c'est parlant, parce que s'il y a des petites bosses sur le dos, il n'y en a pas, hein, les gens font attention. S'il y a des petites bosses sur le dos, je dois le signaler et l'animal doit repartir, par exemple. Voilà. Donc, et ça n'est pas que pour les vaches, puisqu'il y a aussi des ânes, je crois, il y a des chevaux, il y a des moutons, et puis il y a peut-être aussi un peu de chèvres ou des volailles, enfin je sais pas. Alors là, il y a des règles un petit peu en fonction des situations. J'imagine que les volailles, pour l'instant, ça doit pas être possible, puisqu'il y a le risque grippe aviaire. Donc oui, et je pense que ça continue d'avoir un vétérinaire dans les rassemblements. Après, j'avais aussi parfois mission, là c'était une mission à la demande des gens, quand il y avait des courses de poneys à Bourneville, vous n'avez peut-être pas connu ça, et donc moi j'étais là si jamais les poneys se mettaient dans les barbelés. Et Dieu merci c'est pas arrivé, parce que quand les chevaux ou les poneys se mettent dans des barbelés, c'est un sale boulot. Les courses de poneys, il y avait une course de poneys, et il y avait un médecin, c'était le docteur Migraine à l'époque, qui venait, si jamais un cavalier tombait de son poney ou de son cheval, et il y avait un veto, si jamais le cheval se tordait la patte ou tombait dans les barbelés et tout. Voilà. Donc on passait pendant les compétitions, qui étaient vraiment à l'amiable, on était là et puis en fait on discutait et en général il se passait rien, donc tant mieux. Ça se passait dans un herbage ? Oui, mais je me rappelle plus où, c'est pour ça que c'est... Mais dans un herbage pas loin, ça j'en suis certain. Oui, Monsieur Delepelaire. Alors vous ne connaissez pas, ils sont morts tous les deux. Oui, c'était un homme très gentil, qui travaillait à l'ancienne, mais qui avait, je sais pas, il avait un très bon contact avec ses éleveurs, donc les gens l'aimaient bien. Il était un petit peu casse-cou, parce qu'il prenait pas toujours des précautions. Donc une fois j'ai été appelé parce que c'était peut-être, je suis pas en train d'incriminer ses méthodes, hein, mais il était en train de faire une césarienne à Sainte-Opportune-la-Marche chez Monsieur Laporte, mais c'est plus le nom. Un gars qui a des hangars, qui a beaucoup de culture, et qui a des animaux dans des hangars, et puis des charolaises. Et en fait, j'avais été appelé parce qu'il avait pris un coup de pied qui lui avait explosé le genou, donc il fallait que je finisse la césarienne, voilà. Mais il y avait la période, donc c'était avec mon associé le plus ancien, le docteur Sachs, qui connaissait bien un docteur de Pont-Audemer, je peux les citer, hein, c'est pas de la pub, le docteur Leleu, et puis le docteur de Routot, ils étaient à peu près contemporains, donc ils se connaissaient, donc ils s'arrangeaient pour les gardes et tout ça. C'était à la bonne franquette, on va dire. Hein. Et puis, alors l'évolution de la profession, de toute façon, là, il y a une accélération, c'est clair. Comme dans beaucoup de domaines, il y a une grande accélération avec une haute technicité qui rend service, pas mal, mais qui, à mon avis, modifie complètement le rôle de l'éleveur. Mais complètement, quoi. C'est plus le même éleveur.
Il faut accepter d'être derrière son ordinateur une bonne partie du temps. Il faut aussi accepter, et ça ils ont eu un peu de mal des fois, parce que quand vous avez des systèmes automatiques, quand ça ne marche pas, il y a des alertes. Et là, vous lâchez tout et vous allez voir. Nous, c'est ce qu'on a connu quand on était de garde avec nos téléphones et nos machins. En temps normal, dans un élevage, bon, avec un effectif en général un peu inférieur, il y avait des plages où ils étaient tranquilles. Mais quand vous avez un téléphone en poche, vous n'êtes jamais tranquille. Y compris quand vous êtes au bal ou je ne sais où, moi. Hein, bon, voilà. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi un souci de rentabilité qui est devenu très important parce qu'il y a un endettement absolument extraordinaire, quoi, avec des machines qui coûtent des fortunes. Bon, c'est un peu bête ce que je dis parce que tout le monde le sait, mais ça se traduit au niveau de l'éleveur par une vie complètement différente. Et disons que j'ai rencontré, peut-être que c'est mon impression personnelle, hein, voilà, mais j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus stressés maintenant que ceux que j'ai connus autrefois. Après, il faut dire que, et là, mesdames, c'est tout à votre honneur, c'est que je dis la fermière, l'éleveuse ou la fermière, enfin la paysanne, on va dire, était très présente, elle faisait beaucoup de choses à la ferme. Donc, il y avait aussi l'excès où monsieur allait au café toute la journée, voire une partie de la nuit, et où c'était madame qui faisait tout. Ça, j'ai connu aussi, hein, et à plusieurs endroits quand même. Hein. Ça, c'est fini, parce qu'en général, la femme travaille ailleurs. Ça permet de pallier à des moments où c'est problème de maladie dans l'élevage, de choses comme ça. Ça, c'est un aspect aussi auquel les gens ne pensent pas. C'est que dans l'univers très, on veut tout prévoir. D'ailleurs, on n'y arrive pas trop. Bon, mais ça, c'est mon point de vue. On veut tout prévoir. Donc, il y a beaucoup d'inconnus dans le monde de l'élevage. Beaucoup. Un animal qui est bien portant le matin, il peut être malade le soir. Un cheval qui va bien le matin, il est mort le soir parce qu'il a fait une crise de colique et puis il est mort. Et ça, vous pouvez faire tout ce que j'ai eu plusieurs fois le cas parce qu'il y a eu des pathologies, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais où je suis resté une demi-journée, si je puis dire, au sabot du cheval, j'ai tout fait et j'ai demandé à d'autres, donc j'ai fait ce qu'il fallait et le cheval est mort. Voilà. Le matin ça allait, le soir il est mort. Bon. Ben, tout ça, à l'heure actuelle où on veut tout prévoir, il faut quand même un certain équilibre parce que voilà. Et puis la difficulté aussi, c'est que l'éleveur, et je le comprends très bien, tout ce que je dis là, c'est pas des jugements, c'est des constatations. L'éleveur, il veut avoir une vie dite normale. Donc, s'il peut, il va au ski, il fait tout ça, c'est complètement légitime, mais c'est compliqué parce que les vaches, elles sont là, les animaux sont là, voilà. Donc, il faut un système de remplacement. Donc, il y a eu pendant un moment, il y avait des systèmes de vachers de remplacement pour les traites, pour les soins aux animaux et tout ça. Mais les gens, ils veulent plus aller dans les fermes. Donc, ils ne trouvent pas de remplaçants. Donc, ils partent un petit peu sur le qui-vive. Donc, c'est pas rigolo. Ça explique quand même, il faut essayer de voir un peu le point de vue aussi du gars qui est dans sa ferme et tout. Et puis après, qui est souvent tout seul, alors qu'avant, c'était toujours 3-4 personnes qui venaient, qui faisaient des trucs et tout. Bref, peut-être que le métier de vétérinaire a un peu changé, mais je crois par rapport à l'éleveur, ça a beaucoup moins changé que l'éleveur. Par contre, comme il y a très peu de vétérinaires ruraux maintenant, par la force des choses, ils changent, parce que quand vous avez un cabinet qui fait de la rurale, il va à 60 km aux alentours. Ben, c'est difficile, hein. Alors ça peut être ambigu, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça peut être ambigu dans la mesure où il faut respecter l'animal. Voilà. C'est peut-être qu'en disant ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'en fait, on fait son travail, mais en limitant au maximum la souffrance de l'animal et puis le fait de l'effrayer inutilement, etc. Après, bon, moi c'est vrai que si je parle de mon cas personnel, c'est vraiment parce que j'aime les animaux, mais j'aime aussi les gens. Et ce que j'ai aimé dans mon métier, c'est d'avoir à la fois un contact avec les animaux. Alors quelqu'un m'avait dit un jour, mais une personne que j'aimais beaucoup, mais qui parlait comme ça, mais comment vous faites pour entrer en contact avec l'animal? Et je lui avais répondu,
je préfère en avoir le moins possible. Alors elle m'a regardé, je lui ai dit, parce que c'est un coup de pied ou un coup de corne, c'est ça le contact, bref. Voilà. Mais, et puis, il y a vraiment des animaux formidables, quoi. Alors, même dans les vaches, hein. Même dans les vaches. Les animaux, si on les laisse un petit peu libres de leurs gestes, si on peut dire, il y a une hiérarchie chez les vaches. Il y a toujours celle qui rentre en premier en salle de traite. Il y a toujours celle qui fait ci, qui fait ça. Si vous changez les habitudes, elles sont un petit peu paumées, voire désagréables, parce qu'elles aiment pas. Les chevaux, ils ont des tas de mimiques et de façons de se comporter les animaux, ils nous ont pas attendus. Ils ont vécu, j'allais presque dire, enfin c'est un peu rapide ce que je vais dire, mais la nature pourrait vivre sans nous. Et c'est ça que l'homme moderne a peut-être un peu oublié. Et c'est ce qui fait qu'au fond, il la respecte pas toujours parce qu'il pense qu'il peut tout faire. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, heureusement que l'animal a des moyens de défense.